Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC, bien entendu. Vous avez l'habitude, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec moi aujourd'hui. Les titulaires sont en attaque, il est seul en pointe. C'est Samuel avec lesviolets.com. Comment ça va, Samuel? Ça va bien Camille, salut à tous. Terrain, on a la feuille de match, très travailleur toujours, Mehdi et Nathan. Comment ils vont, les gars? Ça va, salut à tous. Ça va aussi. En défense, on a notre un meilleur défenseur que la nouvelle recrue, on en parlera plus tard. C'est Yves, il a déjà pu se prouver. Comment ça va, Yves de la Diste? Ça va. Et en joker, les gars, on a un invité supporter avec Kylian. Comment ça va, Kylian? Ça va. Bonne année à tous. Bonne année à toi aussi, merci. Allez, messieurs, pour cette 97e émission au programme aujourd'hui, on va parler du Mercato avec les arrivées des nouvelles recrues Peterson et De West. Le probable départ pratiquement presque bouclé aussi de Koné qui se dirige vers l'Allemagne. Ensuite, on passera au débat avec le retour sur Caen TFC. On parlera de TFC Grenoble en preview, les pronos de TFC Grenoble et bien sûr la petite interview supporter avec Kylian. Voilà pour le programme de cette émission, messieurs. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, donc on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Ah, Maga de la tête! Incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct! Et c'est marqué! Yann Podigère! On est parti avec les news. Bah écoutez, on va reparler. On en avait parlé un peu déjà la semaine dernière. C'était un peu sur le. Enfin, ils n'avaient pas tous vraiment officiellement signé, mais c'était fait quand même. Et là, ça y est, ils sont vraiment là. Ils sont même entraînés cette semaine. C'est Isak Peterson, le gardien suédois, et le Belge de West qui a même commencé hier, mais ça nous viendra après. Messieurs, deux recrues là pour le TF. Ce gardien, alors j'aimerais qu'on éteigne l'incendie de suite. J'ai vu pas mal de réactions sur les réseaux comme quoi on avait fait sûrement la même erreur que l'année dernière entre Kalinic et René. On est bien d'accord, messieurs, que c'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout la même chose. C'est pour remplacer Goicoechea qui va être sur une fin de contrat dans 6 mois qu'on a anticipé qu'Isak Peterson est un jeune en puissance et qu'en plus on l'a eu gratuitement, que c'était, on va dire, une belle occasion. D'ailleurs, le TFC a proposé une rupture de contrat à Mauro Goicoechea qui est actuellement en train de prendre le temps d'y réfléchir. Donc c'est pour ça qu'il fallait trouver un gardien pour venir suppléer le possible et très probable futur départ de Goicoechea. Donc oui, il fallait quelqu'un. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'an dernier. Exactement. Mais je préfère le dire parce que j'ai vu pas mal tourner ce genre de choses et c'est pas du tout le cas. Isak Peterson, messieurs, ça va peut-être faire du bien aussi à Dupé aussi son arrivée parce qu'il a plus le profil d'un 1 bis qu'un numéro 2 comme Goicoechea quand même. À 23 ans, oui, je crois. Ouais, et puis international suédois, alors pas beaucoup je crois, si je dis pas de bêtises, il n'y en a qu'une ou deux, mais quand même un international suédois. Ouais. Mehdi, tu le connais bien parce que tu le prenais sur FIFA, parce que tu me disais ça la semaine dernière. Ouais, exactement. J'ai toujours pris sur les FIFA. C'est assez marrant qu'il débarque là. Et non, c'est qu'effectivement, il débarque libre et c'est ça qui provoque sûrement le départ de Goicoechea. C'est qu'en fait, le décalage du championnat suédois avec leur fin de contrat en janvier, on est obligé de le récupérer maintenant et de le faire signer maintenant. Et pour pas se retrouver avec 3 gardiens, effectivement, il y a la proposition pour Mauro Goicoechea. Après, non, sur le bonhomme, au niveau de la taille, ça ressemble à Dupé. Voilà. Après, à voir. De ce qu'on a vu, les 3 vidéos qui tournent, ça a l'air d'être un mec qui va s'intégrer très facilement, qui a la banane. Voilà. Les retours sur ses performances, ses prestations à l'entraînement sont plus que convaincants. De ce qu'on a appris, apparemment, c'est quand même pas mal. On peut imaginer qu'il a été meilleur gardien du championnat suédois assez jeune. Il est quand même annoncé comme le futur gardien de la Suède. Il a au moins son niveau intrinsèque assez correct. Après, à voir s'il se développera, s'il sera bien chez nous. Mais disons que la base est bonne. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est plutôt un bis. Et moi, je pense qu'il a aussi été pris parce que
Dupé fait ses matchs, Dupé est très correct, mais c'est peut-être pas l'assurance tout risque. Si on veut monter en Ligue 1, est-ce qu'il aura le niveau? Voilà, après, on le verra bien. Peut-être que c'est ça aussi pour le pousser pour pousser Dupé, voir le remplacer. Donc voilà, peut-être sûrement une très bonne chose. Et on devrait avoir un aperçu, je pense que on aura un aperçu de ce qu'il vaut visiblement en Coupe de France contre Niort. Ça m'étonnerait que Garande titularise Dupé, donc il devrait vraisemblablement commencer contre Niort en Coupe. Ouais. Bon, du coup, s'il est très bon en entraînement, du coup, ce serait peut-être pas très bon en match, parce qu'il était mauvais en entraînement et surperformant en match. Est-ce que Ricci est le révélateur du footballeur lambda? Non, mais bon, c'était gratuit. Bon, c'est parce qu'on rigole. On aime bien se chambrer dans cette émission, messieurs. De quoi, Mehdi? Il est toujours pas très bon aux entraînements, hein, c'est Garand qui le dit. Hein. C'est vrai. Kylian, toi, cette arrivée de Peterson, tu en as pensé quoi? Tu trouves ça que c'est une bonne chose pour le club ou pas? Après, ce qu'il a dit Garand en conférence de presse, il réfléchit, ça on l'a bien entendu. Après, Peterson, c'est ça? Ouais. C'est pas mal, ouais. J'ai vu des vidéos sur les violets, ça a l'air pas mal. Il a l'air, en tant que moi gardien, il a l'air d'aller vite au sol, un peu comme Dupé. Donc, c'est un peu les mêmes profils, on dirait. Messieurs, on a l'air tous convaincus, mais on va attendre de voir ce que ça donne, en tout cas, en espérant peut-être voir en Coupe de France, comme l'a dit Mehdi. On va enchaîner le Belge de Wesk qui est arrivé aussi avec un prêt avec option d'achat. On y reviendra après, parce qu'il a eu sa première titularisation hier, et je pense qu'on va le passer un peu au peigne fin, j'ai envie de dire. Donc on va le laisser tranquille. On va parler de Manu Koné, messieurs, qui devrait s'en aller vers l'Allemagne pour le Borussia Mönchengladbach. Une opération qui tournerait autour de 9 à 10 millions. Première question, là, comme ça, là, pour vous, bonne ou mauvaise opération? Bonne. De la façon dont ça a l'air de se monter, c'est-à-dire transfert maintenant et prêt au TEF jusqu'à la fin de saison, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution, sachant qu'en plus, ça te met en position de force pour l'intersaison, puisque tu n'auras plus besoin de vendre. Tu auras réalisé ta grosse vente pour équilibrer ton budget. Donc, tu es en position de force après si des clubs veulent venir récupérer des joueurs. Donc, tout semble plutôt s'organiser de la meilleure manière possible. Et puis en plus, tu n'as pas essayé de recruter en urgence pour pallier le possible départ Exactement, de Koné. Tu déséquilibres pas ton groupe, t'as pas besoin de ramener une nouvelle tête, et tu as 4 mecs au milieu qui sont complémentaires, qui font pas la gueule quand il y en a un qui est sur le banc, qui tourne correctement et avec qui il y a des automatismes. Et en plus, tu permets même à Koné de peut-être être meilleur sur la deuxième partie de saison, parce qu'il est libéré de son avenir pour les 5 prochaines années. Il sait ce qu'il fait, il sait qu'il part dans un grand club. Donc, Moi, c'est là où j'ai une interrogation, Yves, par rapport à ce prix. Je trouve que c'est une très bonne chose pour le TEF, et là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais j'ai regardé un peu pas mal de joueurs qui ont été achetés dans des mercatos hivernales et qui ont été reprêtés dans leur club. Ça n'a pas été ça n'a pas suivi des très bonnes performances de la part de ces joueurs. On a l'impression qu'ils ont un peu la tête ailleurs et qu'ils ont moins envie de mouiller le maillot. Et j'espère que ça sera pas le cas avec Manu Koné, parce que il a quand même tout à gagner en faisant 6 très bons mois au TFC dans la foulée. Après, je sais pas si tu fais la penser ça, mais moi, ça me fait peur. Mönchengladbach fait un pari et le prête pour continuer à le voir se développer. Si il montre un mauvais état d'esprit ou qu'il est incapable de franchir un palier dans un club où il est en connaissance de cause, l'entraîneur à Gladbach va commencer à se poser des questions. Donc, tout le monde a intérêt à ce que ces 6 prochains mois soient bons. En fait. Ouais. Nathan, t'as pas trop entendu ce départ de Manu, tu en penses quoi? Et après, en plus, tu as des réactions. Voilà, j'étais sur les réactions sur les réseaux, donc on est assez unanime. On trouve que c'est plutôt une bonne idée de vendre Koné à ce prix-là et de se le faire prêter dans la foulée. Mais il y a quelques réactions sur des supporters qui se questionnent un petit peu de savoir concernant son implication au club durant les 6 prochains mois, si ça s'avérait être un prêt immédiat dans la foulée. Mais sinon, ça sera un prêt immédiat dans la foulée. Ce sera ça. Un petit peu à ces réactions-là sur les réseaux.
Mais Ouais, dis, pour compléter tout ça, je sais pas si on se rend compte. Alors, moi, j'en sais rien. Les montants aussi, entre ce qui est annoncé et le réel, parfois, il peut y avoir des différences. Mais quoi qu'il arrive, si c'est 8, 9, j'en sais rien. Je sais pas si on se rend compte que le TFC est en Ligue 2, d'accord, dans un contexte de crise avec avec la Covid, et on arrive à vendre un joueur autour de 8 millions d'euros, et même si c'est un jeune joueur, et en plus on se le refait prêter 6 mois. C'est une excellente opération. Moi, Je suis pas d'accord parce que tu penses que Manu Koné, tu pouvais en tirer 5 millions de plus. Moi, 8 millions d'euros, on les envoie, c'est-à-dire qu'on l'envoie en Allemagne avec un paquet cadeau, quoi. Mais il faut pas. Koné, il est pas si bon que ça, les gars. Enfin, moi, je suis désolé, mais. Il est déjà pas titulaire indiscutable. Ouais. Il faut pas perdre de vue que le marché du football mondial est en train de se casser la gueule complètement. Ouais, Donc, il y a 2 ans, en Angleterre, on le vendait à 25. Aujourd'hui, à 10 millions d'euros, je suis pas certain que ce soit une mauvaise opération. On a Ouais, vendu d'accord. Wissam à 11, non à 10. Non, 9,5. 9,5. Et je vais rajouter quelque chose. Si Manu Koné était au club depuis 10 ans, je sais pas si je dirais la même chose. Mais Manu Koné, alors, il a peut-être un attachement au club, effectivement, il en a forcément un parce que c'est son club formateur. Mais disons que si ça avait été la même chose avec, par exemple, Yanis Antiste, Bafodé Diakité, j'aurais peut-être un petit peu revu les choses pour un projet à long terme, etc. Qu'on vende là, en ce moment-là, qu'on fasse cette vente, Yves, qui te fait rentrer les sous pour l'été de Manu Koné, je trouve ça parfait. Et moi, je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose. Là, les agents de Manu Koné et sa famille avaient leur but premier, c'est de faire un maximum d'argent sur Koné. En fait, c'est surtout des infos qu'on a. C'est Koné, comme c'est le cas pour beaucoup de jeunes footballeurs, c'est un peu la poule aux œufs d'or dans sa famille et ses parents. Et en plus avec ses agents, leur but premier c'était que Manu leur apporte le plus d'argent possible. Voilà. Donc c'est ça. Et le truc, c'est que le TFC, au bout d'un moment, il y a des grilles salariales qui sont celles d'un club de Ligue 2, et le TFC ne pouvait pas s'aligner avec ce que propose. Il faut regarder clairement, un club de Bundesliga comme Mönchengladbach, il va peut-être gagner 5 ou 6 fois plus qu'à Toulouse. Donc c'est-à-dire que derrière, même si Koné avait envie de rester, ce que je crois qu'il n'est absolument pas le cas, il aurait eu la pression pour partir absolument, pour faire le plus d'oseille possible. Et voilà, c'est la réalité du monde de football dans lequel on vit actuellement. Et bien encore mieux. D'autant plus que Koné, il avait plus un contrat longue durée, si je dis pas de bêtises. Il lui restait 1 an de contrat, c'est ça, à la fin de saison. Koné, il fait partie de la longue liste des joueurs qui ont signé un contrat qui va jusqu'en 2022 avec une option sous seing privé une prolongation automatique d'1 an. Et il y a Saint-Hilaire. Ouais, sous seing privé Saint-Hilaire, oui. Pour ceux qui, voilà. Donc, il fait partie de cette génération-là avec, si je dis pas de bêtises, il y a Janis Antiste aussi qui est concerné. Voilà. C'est parfait. Il faut le vendre maintenant. Il faut le vendre maintenant parce que après, il va être en position de force parce qu'il ne restera plus d'années de contrat et le club sera obligé de le vendre et on sera obligé de le vendre moins cher. Mais ça m'empêche pas de penser que un joueur de ce niveau-là, jeune, avec ce potentiel-là, il vaut plus que 8,5 millions d'euros ou 9 millions. La phase vraiment sur les conséquences de la crise, Samuel. Vraiment. Il va y avoir de grosses conséquences. Je te rappelle quand même qu'on a appris des choses ce soir. Il y a quand même des risques pour l'instant d'écran noir sur la Ligue 1 et sur la Ligue 2. Hein. Oui, bien sûr, l'appel d'offres de Canal. Là, ouais. Voilà. Alors je te rassure, il y aura absolument pas d'écran noir. C'est juste que Canal est en train de faire chuter les coûts et que, à mon avis, ce sera moins que le précédent contrat. Ah ben ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ben, ça après on s'échappe, mais. Non, mais quand je dis que le précédent contrat, c'est pas celui de Mediapro. C'est moins que le précédent contrat de Canal et BeIN. Allez, 600 et quelques millions avant Mediapro. Mais c'est évident aussi. Après, ça c'est un peu aussi le problème de notre foot en France, hein, de tout baser sur des droits TV. Et puis en plus on était un peu naïf, mais bon ça c'est un autre sujet, messieurs. Mais moi je rejoins plus ou moins tout le monde. Je pense que 9 millions c'est quand même
une très belle opération pour le TEF. Kylian, pour le mot de la fin, est-ce que toi tu trouves ça honnête ou t'aurais aimé le garder ou le vendre plus cher comme Samuel? Peut-être le vendre plus cher, 2 ou 3 millions, mais sans plus, parce qu'avec la crise sanitaire, comme dit Mehdi, c'est compliqué. Après, j'ai peur que voilà, il est plus la tête au TFC, qu'il ait déjà la tête là-bas, après il faudra qu'il se fasse la place là-bas, parce que c'est costaud à monter de la barre, mais bon. Et c'est pas son intérêt, Et puis même pour le joueur, de pas finir. Je veux dire, il a commencé la saison avec ce groupe, là on est deuxième à 2 points. Je veux dire, même pour lui, l'intérêt c'est de finir le travail avec le groupe, même s'il est pas tout le temps titulaire. Je crois que sur 16 ou 17 matchs, il en a quand même commencé 14. Donc qu'on me dise que c'est pas un titulaire indiscutable, c'est loin d'être le cas. Pour regarder un peu les chiffres, mais pour lui, l'intérêt, ce serait quand même de finir sur une note positive à Toulouse et avant de partir et de monter, quoi. C'est possible. Je pense qu'il a envie de faire partie de cette aventure-là. Oui, après, tu as des exemples qui sont avec ça, mais tu as par exemple, je vais te donner un exemple très concret en Ligue 1, Martin Terrier, qui se transférait de Strasbourg. Il appartenait à Lille, mais qui est transféré à Lyon, qui fait une deuxième partie de saison catastrophique. Il y a de tout. Il y en a qui réussissent. Saliba aussi à Saint-Etienne. Faudra voir l'état d'esprit du mec, voilà. Oui, voilà. Mais Saliba, c'est les blessures, c'est un peu différent. C'est différent. Mais on verra. Mais dans l'idée, sur le plan comptable, c'est bon pour le TEF. Sur le plan numérique, on va dire. Surtout quand on voit le match de Van Den Boomen hier. Ouais, et puis on garde notre ossature de nos 4 milieux. Il y a toujours cette concurrence. On touche pas trop le groupe. Il n'y a pas l'arrivée d'un nouveau mec. On doit pas recruter en urgence. Donc pour le moment, voilà, sur ce qui est plan comptable et football. Oui, tu viens pas foutre un grand random, un grand wide dans le vestiaire, quoi. C'est surtout ça qui est important parce que l'équilibre d'un vestiaire, c'est quand même quelque chose de fragile et mettre tout perturber, c'est jouer avec le feu aussi. Exactement. Allez messieurs, on va enchaîner, on va passer sur notre débat. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit, fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Du match qui s'est déroulé hier soir entre le Caen et le TFC, du coup on sait pas trop si c'était un Duprasico ou un Garandico, en tout cas on a eu ce match. Barbecue Nico, exactement. Messieurs, le film du match, rapidement, début de match, on s'est fait punir par 2 fois dans la profondeur, de 2-0 pour Caen au bout de 15 minutes, Ensona et Mendy, d'ailleurs ce dernier n'avait toujours pas marqué cette saison, donc on lui a permis Sur le but d'Ensona, vous irez voir, il y a 2 ans, je crois, ou 3 peut-être, 2 de mémoire, l'ouverture de Dante à Nice pour le but de je sais plus qui. C'est le but, c'est le premier but, la longue ouverture de Dante là, qui nous met, c'est la même chose. Voilà, c'est le copier-coller. Bon, en tout cas, messieurs, on prend tout le temps les mêmes buts. On relève un petit peu la tête, on prend quand même le dessus dans le jeu. On a un premier penalty oublié sur De Jaeger, un second un peu plus limite sur Machado, mais bon, voilà, qui peut se siffler aussi. L'arbitre estimera une simulation. Puis le chef-d'œuvre inattendu de Bafo, messieurs. Alors là, Bafo. Je pense que personne s'y attendait. Mi-temps 2-1, ce but qui nous fait du bien, retour des vestiaires. On a un peu plus la main sur le jeu et des occasions de part et d'autre. On a encore un penalty oublié, mais ça on va y revenir un peu plus en détail. Et puis la rentrée de Nathan Ngboumou, le pitchoun qui vient égaliser la 78e minute. Et on termine le match avec un 2 buts partout, un bon point pris vu les circonstances du match. Et je pense qu'il y en a pas mal d'entre nous qui auraient signé de suite pour un 2-2. Messieurs, si on s'attarde un peu sur ce match, 15 premières minutes très compliquées, une gestion de la profondeur très compliquée. Les 15 premières minutes n'ont pas été compliquées. Offensivement, on était déjà en place et on a été très bon. C'est ce que je dis, les 15 premières minutes sur la gestion de la profondeur. C'est ce que j'ai dit. On a une première occasion par Morera qui peut très bien finir au fond. Sur le contre, on prend le but. Et ça serait pas démérité, mais voilà, après c'est défensivement, on s'y attendait, on savait qu'avec De Wast titularisé,
alors que il est arrivé 2 jours avant et que voilà, il y aurait besoin d'ajustement et on se fait punir sur les 2 premiers ballons en profondeur. Sur le premier, Amiens est incroyablement passif. J'ai l'impression qu'il pensait qu'il y avait hors-jeu au démarrage, parce qu'il démarre pas derrière l'attaquant, il attend et voilà. Et sur le second but, De Wast est pris, mais moi j'ai quand même un petit problème avec cette action-là, parce qu'au moment où il est en capacité de pousser le ballon de la tête vers Dupé, c'est quand même avec le bras que Mendy l'écarte sacrément, et normalement ça, pour moi personnellement, c'est une faute. Messieurs, vous êtes d'accord, vous pensez qu'il y a faute ou pas? Et la sortie de Dupé, il faudrait l'envoyer faire 15 jours, je pense, avec Anthony Lopez. Pas plus, parce qu'après ce serait catastrophique, mais pour mettre un peu d'engagement quand même, parce que là il a peur, clairement, il retire le pied et il doit mettre une grosse mine pour au moins que le ballon rebondisse sur l'attaquant et espérer que ça sorte. Alors plusieurs choses dans ce qu'il a dit Yves, messieurs. Déjà, Amiens en passif, je pense qu'on va tous être d'accord sur le principe du premier but. Dupé, pour lui faire de suite, et comme ça sera fait, les 2 sorties, la première, il a raison Yves, mais d'un côté, moi je pense pour lui. Non mais moi je pense que la première, il a peur de toucher, de prendre le carton rouge. On le voit, il met le pied, il retient et... Non mais à ce moment-là tu sors pas. Eh ben voilà. C'est ça. À ce moment-là, si t'as peur d'un carton rouge, tu sors pas. Soit tu vas franchement, soit tu vas pas, c'est ça. Voilà. Le problème est là. Là, il a fait un truc qui est ni fait ni à faire et but. Kylian. Après, je vois, il a 2 mètres, on va dire 2 mètres largement en avant sur Ensona s'il anticipe, mais ça se voit sur le ralenti qu'il a peur clairement, et en plus il a pas de chance parce que elle est retouchée par Ensona et que ça fait but derrière, mais bon, sur les 2 buts, il est passif, quoi. Donc après, ce que j'ai envie de parler, c'est pour moi les tops, enfin pas les tops, mais attends, on va finir au top. Non, mais... On est loin, on est sur les premières actions. Tranquille. Sur Machado, j'ai envie de parler sur lui parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On va y venir, Machado. Attends, on va y venir, okay. Tranquille. Là, on est sur les buts, on va y venir, t'inquiète pas. Je sais pas, cette gestion de la profondeur, elle est quand même bizarre, parce que tu prends 2 buts qui sont quasiment, le deuxième but, c'est quand même une passe décisive de Ryu quand même, hein. Oui. Si tu prends, c'est-à-dire que ce schéma, et en fait, les joueurs étaient trop écartés à mon sens. Et De Wast qui est peut-être quelqu'un de physique et tout ça, tu sens que c'est pas Bibi le coyote, quoi. Il a l'air de se déplacer. Alors il a les défauts de ses qualités, quoi. Alors c'est un athlète, mais il est pas super rapide. Alors comme forcément quand tu le laisses, quand tu as Amiens qui le regarde se dépatouiller avec des Alexandre Mendy, des mecs comme ça qui cavalent, il doit se passer ce qu'il doit se passer, et malheureusement tu te dis que tu as peut-être Dupé qui peut t'intervenir pour te sauver la mise, et 2 fois il passe au travers, donc le résultat il est simple, c'est tu perds 2-0 rapidement, et derrière il te faut revenir au mental, et heureusement qu'ils ont eu cette grosse force mentale. Attends. Et c'est là où tu vois que tu doutes absolument pas, parce que le but de Diakité, c'est le symbole d'un mec qui est complètement en confiance. Il prend sa chance parce qu'il est convaincu qu'il peut le mettre. Elle est magnifique, la frappe, d'ailleurs. Nathan, ta réaction sur De Wast et De Wast, je sais même pas comment on prononce. Dites-le moi. De Wast. Et Dupé. Sur les réseaux, on est plus à blâmer la performance de Dupé qui a été moins rassurant. De West, on est un peu plus sympathique avec lui. Les supporters mettent en avant qu'il a quand même pris ses responsabilités. Par exemple, Edouard nous dit il a fait des conneries, mais il n'a pas joué depuis 1 an. Par contre, il a pris le leadership de la défense tout au long du match. Il y en a certains qui ont trouvé qu'il avait une seconde mi-temps plus rassurante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a clairement 20 premières minutes kata, mais 9 mois sans jouer. 3 jours qu'il est arrivé, déjà titulaire. C'est quand même un choc de Ligue 2. Le mec s'était écrit qu'il allait se planter au moins une fois. Bon, il se plante une fois sur Mendy, faute ou pas faute, là chacun a son jugement. Moi je pense que ça peut siffler comme ça peut ne pas siffler. Après, dans le match, quand on regarde un peu plus, il y a quand même un certain potentiel, il y a quand même certaines qualités d'un vrai défenseur central. Moi j'ai envie de lui laisser 1 mois et demi, on en reparlera vraiment, on le jugera vraiment dans 1 mois et demi.
mais on peut pas dire que ce mec est mauvais. Je pense que enfin, sur ce match-là, c'est déjà compliqué de le juger sur un match. C'est tirer des conclusions hâtives. Et puis, pour revenir à Dupé, tu disais Nathan que certains blâmaient Dupé. Je suis d'accord, je l'ai dit il y a 2 minutes, ses performances là sur ces 2 buts, il est archi coupable et voilà, il doit faire mieux. En revanche, il nous sort 2 arrêts. Ouais. Derrière, à 1-0, il en sort une. Il en sort une à 1-0 et en deuxième mi-temps, il en sort une aussi. Non, mais on se répète depuis 19 journées. Hein. Il a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. Voilà, encore une fois. C'est pour ça que ce jeune Suédois de 23 ans. Oui, on y reviendra, on a le temps d'y penser. Juste une chose, les gars, les 20 premières minutes de Caen, ça vous a pas rappelé le TFC il y a quelques années sous Duprat? On joue 20 minutes, si on marque des buts, on se fout derrière. Ça ressemble un peu à ça quand même. Hein. Le plan tactique de Duprat était simple, hein, messieurs. Vers l'avant, des longs ballons. Ce qui était magnifique, c'est en deuxième période, quand il y avait une passe en retrait, Duprat qui a bien, mon gamin. Tout match. C'était infernal. On a vu quelque chose qu'on voyait déjà chez nous, donc on devait s'attendre. Effectivement, que tu as toujours vu dans les équipes qu'a dirigé Duprat. C'était la même avec Evian Tonon-Gaillard. Voilà, c'est Duprat. C'est absolument pas un entraîneur, c'est absolument pas un tacticien. C'est un meneur d'hommes qui est capable de remonter les mecs comme des pendules. Moralité, si ça tourne bien, les mecs ils rentrent le couteau entre les dents. Si ça tourne bien, ça va. Mais dès qu'il y a un peu d'adversité ou qu'en face, c'est capable de proposer autre chose et de proposer du football, ce qu'a été capable de faire Toulouse. Là, tu as vite atteint les limites du sport, quoi. Et tu vois, Yves, là, moi, quand j'entends ça, je vais rebondir tu vois, quand j'entends Samuel qui dit qu'on entendait Duprat sur les 10 dernières minutes, Duprat, on entendait tout le match hurler dès qu'il y avait une passe. Des bien joué, des machins. Et Binge, je sais pas si vous avez fait attention, celle qui était sur le bord de terrain, Margot Diop, Patrice Garande ne parle pas, il est calme. Mais oui, il est calme parce que un coach, c'est pas un mec qui doit brailler. C'est qu'à lui, Garande, je pense qu'à la mi-temps, il a remis quelques trucs en place par rapport à la profondeur, etc. Il est resté tranquille. Et ce que j'ai apprécié, moi, hier, je sais pas vous, c'est que je pense qu'on l'a déjà dit, mais je vous le redis, mais on a été serein. On n'a pas paniqué. On a produit notre jeu, on a fait 2 erreurs, on en a pris le pétron qu'envoie Diakité sous la barre, qui te permet de revenir à 2-1 à 30 secondes de la mi-temps. D'ailleurs, Garand le dit. Il dit, ça a changé le discours de la mi-temps. Bien sûr, c'est le tournant du match, mais non, mais c'est le profil de cette équipe, hein, depuis le début de saison, même sur les 2 premiers matchs catastrophiques, oui, entre guillemets, à quel moment vous les avez sentis douter, eux, les joueurs ou l'entraîneur? Quel moment vous les avez sentis douter? À nous, il y a quand même des mecs qui nous jetaient en national au bout de 2 journées sur les réseaux sociaux. Non, mais ça continuait jusqu'à la première victoire face à Auxerre, où on n'allait jamais remonter, on n'allait jamais être capable de lutter pour la montée. Ça a été assez flagrant. Par contre, au sein du club et des joueurs, tu ne les sens jamais douter. C'est ce que je disais tout à l'heure. La frappe de Diakité, si c'est un mec qui doute, il l'attend même pas, cette frappe-là. Après, il est bien aidé par le fait que ce soit Diakité, justement, un défenseur, et que je pense que les défenseurs canés, ils sont coupables de pas monter sur lui quand même. Hein. Et Rio, il est par exemple de tout reproche. Hein. Dans cette position, honnêtement, Oui, mais voilà, ils ont réfléchi comme toi. Ils ont dit c'est un défenseur à 35 mètres, ok, on y va pas, il la mettra jamais. Même pas un défenseur, un mec à 35 mètres décalé sur le côté avec du monde dans la surface. Moi, le premier, je m'attends à un centre et je pense jamais qu'il va prendre sa chance. C'est l'erreur qu'ils ont commis. Qui franchement, n'a pas été surpris par cette frappe de Diakité? Personne peut dire qu'il a... Quand elle est partie, moi, je m'attendais à un centre. Juste avant, il a fait une super ouverture d'ailleurs sur Moreira. Je me suis dit, tiens, autant une ouverture. Tu parles ouverture, c'est l'ouverture du score qui nous a fait rire. D'ailleurs, Moreira, dans son activité offensive, toutes les actions dangereuses sont quasiment venues de son côté. Il fait bien de préciser offensive. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Et après, défensivement, il n'a pas eu trop de boulot, parce que sur les 2 buts,
ils sont en position, les deux pistons sont en position d'attaque puisqu'on se fait contrer. Hein. C'est la centrale, c'est la défense, la charnière centrale qui couvre pas. Mais dans son activité et dans ce qu'il a proposé sur ce match-là, il a été quand même sacrément intéressant et sacrément bon, je trouve. En parlant de piston, Kylian, maintenant c'est bon, tu peux y aller. Tu peux nous parler de Machado. Et surtout, enfin, de Moreira aussi, parce que c'est les deux pistons, mais sur ce match-là, on voit que c'est leur poste, tout simplement. Parce que Machado, bon, on l'a déjà dit, enfin, vous l'avez déjà dit que c'était son poste on va dire que ça allait mieux pour lui, et que Moreira, c'est pareil, parce que quand il a une défense centrale droite, dans la défense à 3, ben, il est perdu, quoi. Que quand il est piston, ben, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je parle offensivement, après défensivement. Ouais, mais on le sait, c'est Steven Moreira. On sait très bien que ce sera pas le meilleur latéral français du monde. Enfin. C'est le TEF. On sait très bien qu'on a une équipe qui est totalement déséquilibrée vers l'avant et que c'est une volonté et que c'est un parti pris de Patrice Garande et que l'objectif du TEF et qui fait sacrément plaisir à voir jouer, c'est que l'idée, c'est qu'on va réussir à mettre plus de buts que l'adversaire. Mais on sait qu'on va en prendre. Même si on essaye d'avoir une solidité défensive un peu plus prononcée, tu te rends compte que dans les compositions d'équipe et dans les quand tu vas mettre De Jagereux piston droit, tu sais très bien que ça va pas être pour défendre et que c'est pour aller attaquer. Voilà, c'était pas sur ce match-là, mais on est dans la même veine et le même état d'esprit. Messieurs, sur ce match-là, vous n'avez pas senti quand même qu'il nous manquait un petit mec devant, un petit gallois anglais qui a la dalle et qui faisait du bien quand il est là, par rapport à un petit Gianni Santis que j'ai trouvé assez fébrile, assez gentil. Non, mais l'activité des deux avant-centres, à savoir Adli et Antiste, ont été ils ont livré un match globalement intéressant dans l'envie, dans la volonté de créer du danger, tout ça. Ça a plus souri à Adli d'ailleurs qu'à Antiste globalement sur le match. Ça vient confirmer peut-être que Gianni c'est un joueur qui est plus à l'aise quand il rentre en jeu que quand il débute titulaire. Pour le moment. Voilà. Après, je ne peux pas tirer de conclusion. Tu les as trouvés complémentaires, Samuel, à Antiste Adli? Mais moi, en fait, c'est-à-dire que à la base, c'était le duo que j'aurais aimé voir parce que je pense que au fond, ce sont les deux joueurs qui sont peut-être les plus à même à être complémentaires de par leur jeune âge, par le fait qu'ils se connaissent depuis un moment, qu'ils jouent ensemble depuis un moment et que ce sont deux gamins qui ont l'air quand même assez intelligents et matures, donc et qui par-dessus tout sont quand même assez techniques et pétri de talent, donc j'aurais aimé que ça fonctionne davantage. Après, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi en match le déclic a pas lieu. Il se trouve que c'est avec Ilé qu'Adli fonctionne bien. Écoutez, je pense que même dans tous les cas, Garand a trouvé son système. C'était une petite alerte. Il a pas voulu prendre de risques et je pense qu'il a bien fait. Maintenant, moi, je voudrais en parler après, mais on parlera de Patrice Garand et de ses choix un peu plus tard. On finira par ça, mais oui. Voilà. C'est assez facile. Hein. Adli et Antiste ont à peu près les mêmes profils de recherche à la profondeur, etc. Et pour qu'ils soient complémentaires, en fait, les deux, ils ont besoin de quelqu'un au milieu pour pouvoir fixer et être capable de garder le ballon. Ce que sait faire Ilé et qui a des déplacements qui sont plus complémentaires avec Adli ou Antiste parce qu'ils sont différents en fait. Alors qu'Adli et Antiste sont très très similaires dans leur manière de jouer. Mehdi, je te vois faire des Ouais, non, sur ça, non, je pense qu'ils n'ont pas du tout les mêmes profils de jeu. Antiste, il est plus au milieu de terrain, mais effectivement, je pense que lui, Adli, a besoin plus du profil d'Ilé, c'est-à-dire d'un mec qui va pouvoir garder le ballon de haut but. Voilà, parce que lui, il va chercher des 1-2. On le voit le faire très, très souvent, notamment avec des Jagereux, avec Moreira, il va chercher des 1-2, des choses comme ça. Ce que fait moins Antiste, parce qu'effectivement, lui, il va dans la profondeur. Ali, il va dans la profondeur après avoir cherché 1-2. C'est quand même quelque chose d'un poil différent. Oui, mais si tu regardes dans les courses, ils font souvent les mêmes courses. C'est par rapport à ça que je dis qu'ils sont pas complémentaires. Ils ne font pas de la même manière, c'est-à-dire qu'Antiste, il va direct dans la profondeur, alors qu'Adli, il vient souvent chercher un 1-2 des décalages. Donc, mais il se retrouve au final dans la même zone à se marcher un peu sur les pieds.
Oui, mais pas de la même manière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un profil, effectivement, avec Adli qui ressemble beaucoup plus à celui de Ricili, voilà. Parce que Ricili dégage les espaces pour Amin Adli, qui va par la suite en profondeur. Voilà, pour l'instant, ça marche pas. Et puis, même globalement, moi, je pense que sur Yannis Santist, ça sera sûrement un très bon attaquant, Yannis Santist. Il est pas 100% prêt. Il est pas prêt à être titulaire dans une équipe de Ligue 2, tout simplement. Et c'est pas. Mais ce qui est normal. Il est jeune, hein. Mais il a 18 ans. Il a 18 piges, le gamin. Il a 18 ans, même rentrer en jeu, marquer ses buts en Ligue 2, s'éclater dans ce groupe, continuer à progresser, s'affûter physiquement. Mais quel bonheur pour lui à 18 ans de faire ça, quoi. Mais voilà, qu'il en profite. Mais effectivement, c'est sûr que si on nous dit il faut finir la saison avec que Antiste devant, bon, ça serait peut-être un peu juste, quoi. Voilà. Ouais. Avant qu'on passe sur les tops et sur les flops, Samuel, tu veux nous parler de Patrice Garande, et je pense comme ça, Vunic, tu veux nous parler des changements de Patrice Garande. Voilà, alors de l'absence de changement. Oui. Voilà. Alors en fait, je me faisais cette réflexion hier pendant le match, en deuxième mi-temps. C'est-à-dire dans un moment où j'étais à deux doigts de fermer les yeux tellement je m'ennuyais, et quand j'ai réouvert un œil, je me suis dit mais on est quand même à la 70 ou 75 le chrono tour, on va dire, et pas de changement. Et je me dis mais alors comment Patrice Garande en fait, en plus on le voyait clairement, les joueurs étaient sentaient qu'il n'y avait plus de jus au milieu de terrain, ça accompagnait moins les attaques. Et je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'il attend pour changer? Et donc, il a fait un changement. Il a fait rentrer Ngoumou, alors que Duprat en a fait rentrer 36, des mecs. Il a fait rentrer Ngoumou et ben, il a fallu que ce soit celui qui... Coaching gagnant. Qui soit le coaching gagnant. Et c'est ce que j'ai écrit dans mon papier tout à l'heure sur le site. Et en fait, j'ai l'impression qu'il s'est encore offert un totem d'immunité. Parce que, non, ça fait un moment qu'on le dit quand même que les changements. Parce que Patrice Garande, il prend pas de risque, mais j'ai l'impression que, alors de deux choses l'une, ou il a une réussite maximale, parce que Ngoumou, voilà, il fait un contrôle de la main, il enchaîne, il marque très bien, c'est lui qui égalise, super. Ou alors, c'est un génie, voilà. Et je sais pas, pour le moment, j'arrive pas à cerner quelle est la vision. Tu vois, si ça avait été un génie, je me doute, j'ai des doutes quant au fait qu'il soit entraîneur du TFC. Alors pour le moment, il est frileux dans ses changements. J'ai l'impression que, je sais pas, on lui a promis qu'il se ferait amputer la moitié de son salaire s'il fait un changement avant la 75e. Rappelez-vous, Casa, il n'était pas très changement. Non, mais dans le même temps, j'ai envie de... Par exemple, moi j'aurais voulu voir Koné, Mehdi. Koné, il a l'instant transfert, il voulait pas le blesser, je pense. Qu'est-ce qu'il a? C'est ça, c'est que dans le même temps, qu'est-ce qu'il a sur le banc pour faire des changements? Le seul en fait, j'aurais voulu voir, dans ce match-là, Manu Koné remplacer Van Den Boomen bien plus tôt, parce que Van Den Boomen. Oui, sauf que Koné, Mehdi te l'a dit, tant que c'est pas. À ce moment-là, il faut. Mais alors, ne le prenons pas dans le groupe. Pourquoi on le prend dans le groupe? On lui paye une nuit d'hôtel, il s'en fout, Koné. Je vais t'expliquer pourquoi il le prend dans le groupe, parce que si ça tourne vraiment mal, il l'aurait fait rentrer. Sauf que là, ça tourne pas vraiment mal, on peut s'en sortir, donc ils prennent pas de risque. Mais après, qui tu veux faire rentrer? Moubélé, Roquel, Tibé? Pirmin. Non, le seul. Moi, c'est de pas avoir compliqué. Le seul, c'est Sana au milieu. Moi, je pense qu'il aurait pu jouer un quart d'heure. Ouais. C'est le pour faire souffler. Si tu fais rentrer Sana, tu connais aussi. Enfin, là, il y a un problème aussi Manu Koné, honnêtement, vu le niveau du match de Van Den Boomen, qui est un joueur que j'adore, soit dit en passant, Manu Koné devait rentrer à sa place. Il n'y a pas à discuter. Est-ce que si Manu Koné nous fait la même rentrée qu'il nous a fait face au Havre, si je dis pas de bêtises, il aurait été plus efficace que Van Den Boomen? Tu vois. Mais non, mais avec Dessy, moi je suis millionnaire et. Garande, il connaît son groupe aussi. Moi, je suis d'accord avec toi. J'aimerais qu'il fasse plus de changements, mais. Oui. Mais il connaît la situation aussi. Voilà. Dans un match normal, je suis 200% d'accord avec toi, Samuel. Et je pense même que le changement, il doit le faire à la 60e. Voilà. Parce que Nboumen n'avait pas 90 dans les jambes. Non. Effectivement. Mais là, tu joues il y a un mois. J'avais oublié ça avant tout. Pas la même.
Mais combien de fois t'as vu aussi un changement déstabiliser complètement une équipe et en fait ton équipe tournait bien, tu changes un mec et tu t'écroules complètement. Donc c'est à double tranchant les changements. Ça peut apporter un plus, mais tu peux aussi déstabiliser quelque chose. Non, mais là il fallait pas être Pep Guardiola pour s'en rendre compte que les joueurs étaient cramés physiquement. C'était au-delà du fait de déséquilibre ou quoi. Il y avait des mecs qui avaient pas le corps pour faire les 90 minutes. Sauf qu'on était en place et qu'on n'a jamais été mis en difficulté par camp. Écoutez, après la chatte à Deschamps, on a la chatte à Garande. Voilà, donc le totem d'immunité est remis, non, est remis en place pour T'as raison, on n'est pas champion d'automne, on n'a pas 10 points d'avance. Faut virer Garande. Ah, messieurs, c'est pas ça non plus. C'est pas ce que j'ai dit. On enchaîne, non, mais le totem, non, surtout dans cette émission-là. C'est la caricature à chaque fois. Il n'y a pas de totem d'immunité avec les résultats qu'il a. Après, c'est lui qui gère son groupe. Mais non, mais quand je dis totem d'immunité, c'est en gros, il est intouchable tant que ça gagne. Parce que c'est un gars qui peut être critiqué sur plein de choses, sur son mercato et tout ça. Mais les résultats parlent pour lui, donc on peut rien lui dire. Allez, on va enchaîner les gars, stop. C'est bon, on va faire comme l'arbitre hier. Je suis pas au top non plus, mais c'est pas grave. L'arbitrage, on en a pas parlé aussi, mais ce match, on peut repartir aussi avec 2 pénaux, gagner 4-2. On n'a peut-être pas le même discours sur tout ça. Comment? T'as rien à parler, il n'y a rien à dire dessus, il n'y a rien de scandaleux. L'arbitrage hier? Ouais. Oui. Ça serait bon. Bah oui, pour moi, il n'y a absolument rien de scandaleux, à part tout ne peut se siffler ou ne pas se siffler. L'arbitre prend une décision, prend celle-là, tout c'est comme ça. On doit la respecter, il faut arrêter. C'est pas trop bon, mais après c'est pas grave. Moi j'ai trouvé l'arbitre globalement cohérent dans ses choix, parce que c'était un arbitre qui laissait beaucoup jouer, mais pour les deux équipes. Mais oui. Ouais. Vos tops, vos flops. Vos tops, messieurs, réaction, Nathan, tiens, avant qu'on enchaîne, quels sont les tops et les flops des supporters qui nous suivent? Alors, il y a Adi qui est revenu souvent, Machado, qui a eu, son rôle de guerrier, qui est souvent revenu dans les commentaires sur les réseaux. Les flops, on a eu Antis, qu'on a trouvé trop tendre, trop difficile à trouver pour les milieux de terrain. Dupé, Van Den Boomen aussi, une fois n'est pas coutume, qui a sa place dans les flops. Kylian. Alors les tops, les Pistons, Machado et Morera pour une fois. Et Ngoumou pour sa rentrée, même si on l'a pas beaucoup vu, il marque, il plante, voilà. Et les flops, malheureusement, Van Den Boomen, même si j'adore ce joueur. Et Dupé et c'est tout. Après le groupe, on a fait un bon match, hein, franchement, mais bon, on n'était pas inquiétés et puis voilà quoi. Ouais. Diakité, messieurs, dans les tops, parce que quand même je trouve qu'il fait une bonne prestation sur les 2 buts. Il n'est pas forcément coupable non plus. Son but est quand même beau, beau aussi, non? À part son but, il fait rien de bien, il fait rien de mal, donc c'est dur de le. Oui, mais du coup, le but, oui, mais à part son but, je veux dire, là, pour le coup. C'est ça, il n'y a rien à dire, quoi. Oui, mais dans son travail défensif, je suis d'accord, mais du coup, ce but qu'il nous met, je pense qu'il peut avoir le mérite d'être dans le top rien que pour ça, tu vois. Ah oui, clairement. Non, au-delà de ça, si vous regardez bien, Alexandre Mendy, qui est un bestiau monstrueux, tous ses duels avec De West, notamment à la tête et sur le jeu de corps. Par contre, quand c'est Diakité 1 ou 2 fois qui va lui prendre les ballons sur la gueule, il l'a fait. Il est malin ce petit. Il a moi j'aime bien sa lecture des coups en fait défensivement. Je trouve qu'il est souvent dans l'anticipation et il arrive à prendre le meilleur sur son adversaire avec un bon placement et je le trouve juste dans ses interventions. C'est vraiment un des gars que j'aime bien dans cette défense. Moi, je suis très content parce qu'il avait un début de saison vraiment compliqué. Il n'était pas dedans. Et moi, je pense qu'il avait besoin de... c'est-à-dire que ça fait une saison et demie qu'il joue en Ligue 1. Il était très jeune et à un moment donné, il y a forcément une période où tu stagnes, où tu as besoin de digérer tout ça. Il était en plein dans cette période-là, dans la première partie de saison. Et je pense qu'on va retrouver son niveau moyen là tout au long de la deuxième partie de saison. Le moyen plus, tu veux dire? Ou le moyen moins? Et c'est la même chose pour plein de joueurs. Hein. On le voit avec Kamavinga, Mbappé, c'est la même chose. De West, vous le mettez pas dans les flops, messieurs? Même si bon. Moi j'ai envie de te dire que je vais lui accorder le bénéfice du doute, tu vois.
Parce que c'est sa première, c'est dur de juger quelqu'un comme ça. Après, si on parle ce match, du match, sur le match. Mais sur le long terme, je suis d'accord avec toi, on va attendre de juger. Sur ce match. Oui, sur ce match-là, c'est un flop. Je suis d'accord. S'il fait une première, mi-figue, mi-raisin, mais il faut le replacer dans le contexte. Donc, exactement. Non, mais ça, on est tous d'accord sur ça. Voilà. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Messieurs, on enchaîne avec la preview du coup TFC Grenoble. Tout d'abord, la première info pour ce match, c'est que les Indians vous donnent rendez-vous à 12h45 pour aller accueillir le bus au stadium, tout simplement. Ils avaient déjà fait ça il y a quelques semaines et là, rebelote. Donc 12h45, il faudra y être. On va aller chanter ou accueillir le bus et foutre un gros bordel. On va pas se mentir, on peut pas aller au stade, donc autant le faire devant le stade. Hein. Ça sera le. Et après, il faudra vite courir chez vous pour aller regarder la première mi-temps. Ouais, mais c'est pas grave, ça nous rappellera un peu l'ambiance aussi, donc ça nous fera pas de mal, je pense. Faudra avoir les mêmes cannes que Daver Machado sur le côté, mon pauvre, là. Après, messieurs, voilà, c'est un appel aussi, hein, les Indians qui attendent les Toulousains nombreuses pour revenir foutre un petit peu le bordel avant le match, parce que on reçoit quand même Grenoble, messieurs, et Grenoble, mine de rien, c'est troisième, c'est à 3 points de nous. C'est un match. Et puis il y a un affront à laver. Exactement, et c'est un match à l'aller où on en a pris 5, qui nous a fait beaucoup de mal. Là, on peut se permettre de les distancer, surtout en gagnant ce match. On mettrait un concurrent déjà. Ah, mais là, c'est tout ça. Tu peux dire ça de tous les matchs du mois de janvier jusqu'à début d'année, jusqu'à début février. Celui-là plus quand même, un peu plus que Caen par exemple. Mais dans tous les cas, ils vont arriver. Je pense, je vois pas Patrice Garand de ne pas faire sa causerie sur le fait de laver cet affront du match aller, parce que tu prends 4 buts sur corner, hein, ou 3 peut-être, 3 buts sur corner. Là, ils nous ont pris pour des. D'ailleurs, ils ont encore marqué sur corner. Ils égalisent contre Auxerre. Ils égalisent à la dernière seconde sur corner un but de Loïc Nestor qui est très joli d'ailleurs. Mais faudra encore s'en méfier parce que je suis pas sûr que les coups de pied arrêtés soient de l'histoire ancienne. Notre mauvaise phase sur les coups de pied arrêtés soit de l'histoire ancienne. Alors il faudra s'en méfier parce qu'ils sont toujours aussi performants dans ce milieu-là. Mais c'est clair que là, il faut laver l'affront du match aller parce que clairement, même si c'était un début de saison, t'es pas dans les mêmes conditions, t'arrives à marquer 3 buts dans un doublé de Bayo. Le fameux. Ouais, le fameux doublé sur lequel il a capitalisé pendant 8 matchs, là. Mais non, je vois pas Garand faire autrement dans sa causerie que de parler de ça, et je pense que les joueurs vont arriver avec les dents qui vont rayer le parquet pour justement essayer déjà de mettre un concurrent dans les cordes et en plus voilà se racheter de ce match aller cataclysmique. De toute façon, si tu veux être sûr de monter, il te faut un bilan au moins nul, voire positif face à chaque adversaire. Donc là, tu as perdu 3 points au match aller, tu n'as pas d'autre choix, il faut prendre 3 points pour être à 0 face à Grenoble et être sûr d'avoir la possibilité d'être devant en fin de championnat. Ouais, surtout que c'est un concurrent direct. Après, Grenoble à domicile et à l'extérieur, c'est pas la même équipe. Oui, c'est pas faux. Mais ils ont fait un joli 2-2 quand même face à Auxerre lors du dernier match. Et Le Bihan, il aura mis un joli but encore. On n'en parle pas assez, mais Mickaël Le Bihan, ouais, autant à Nice, je le trouvais dégueu, autant là. Il s'est blessé à Nice, attention. Il s'était blessé. Retour de Rouault, absence de Moreira, messieurs. Moreira qui a fait un super match et comme nous l'a dit Mehdi sur le chat, on l'a peut-être pas assez souligné, mais c'est vrai que Moreira a quand même fait un excellent match face à Caen, donc ça va peut-être nous manquer un petit peu samedi. Le petit Steven. Retour de Samsana du coup. Et pourquoi pas Kelvin Ami en piston et Rouault dans l'axe. Voilà. Le Jagereux aussi peut-être. Je pense que ce sera. Enfin, je pense, j'en sais rien. Mais moi, c'est le truc qui m'est venu en tête naturellement parce que Amiens, on sait qu'à la base c'est quand même un latéral. Le rôle de piston, on l'a déjà fait plusieurs fois. Rouault, je le vois mal. Tu vois, Rouault, tu peux le mettre nulle part ailleurs que dans l'axe.
Donc moi, ce qui me semblerait logique au vu des blessés, des absences et tout ça, à voir si Gabrielsen revient, cela dit, mais au vu de ce qui se passe actuellement, l'état de l'effectif, ce serait pas pour moi un cataclysme de voir démarrer Kelvin Ami en piston droit, Anthony Roux dans la défense avec De Vast et Jefté. Attends. Dans la mesure où tu vas vouloir être un peu solide quand même face à Grenoble, je pense que Samuel est sur la bonne idée. Nathan. Ouais, j'avais des réactions réseau. Moi, c'était plus pour revenir sur l'appréhension de ce match avec, voilà, on met en avant quand même que Grenoble a les points forts de nos faiblesses, donc les coups de pied arrêtés. On est assez mitigé sur les réseaux par rapport à ce match. Il y a le côté des supporters qui ressent voilà une grande confiance côté toulousain et on va rouler sur Grenoble. Et d'un autre côté, on est assez. N'oublions pas que c'est au stadium. Voilà. Et voilà, on passe au match aller, surtout dans la tête des supporters toulousains. Voilà. Ok. Bon, messieurs, est-ce qu'il sera de retour, Samuel? Oui, normalement. Il a dû passer là, il devait passer des examens début de semaine, donc là, lundi, mardi, ça a dû être au courant. On n'a pas de retour encore, mais dès qu'on aura des retours, vous le saurez sur le site. Mais si c'est des infos qu'on a eues, ce serait un coup. Il aurait eu à l'entraînement. Donc ça dépendra de la nature du coup, mais si c'est vraiment qu'un coup, oui, il est là. C'est un hématome ou quoi. Voilà. Donc on tiendra au courant sur le site quand on en saura un peu plus. Ok messieurs, allez on passe au prono. Oui, on va commencer avec Yves pour les pronos. Je vais t'écouter mon cher Yves. Alors quand j'entends que sur les réseaux on veut rouler sur Grenoble, j'aimerais bien mais j'y crois pas une seconde. Donc moi je me contente d'une victoire 1-0 avec un but à l'arraché de Hidé. Nathan. Moi je vois bien, ça me fait mal un peu, mais je sens le match piège, donc je dirais 2-1 pour Grenoble. Je sais pas. 2-1 pour Grenoble pour toi? Ouais. Buteur? Van den Bomen. Mais c'est un contre-cap, je le dis. Hein. Oui, mais t'as le droit. Moi j'ai annoncé la défaite la semaine dernière aussi, hein. Ça peut arriver aussi. Kylian? 2-0 Toulouse. Les buteurs s'il te plaît. Iné et Machado. On va tenter. Samuel. Je pense qu'on va prendre un but. Ça, je vois pas comment on pourrait ne pas prendre de but, sachant ce que j'ai dit là sur les coups de pied arrêtés, tout ça, ils sont quand même encore assez performants. Donc je nous vois prendre un but, je nous vois pas perdre. Gagner petitement 2-1 avec un but à 10, tiens. Et un but de Spearing. Anti-Spearing, hein, tu m'as dit. Hein. Non, Adi Spearing. Adi Spearing, pardon, ça a bugué. Yes. Vincent nous a annoncé un 2-0 avec VDB et Moubélé. Alors la cote, les gars, elle a 250 000 là. Et Mehdi, enfin. Après le bon match nul la semaine dernière déjà annoncé, je vais annoncer le 3-2. 3-2 pour Toulouse. Il y aura des buts dans ça. Ouais, je pense aussi. Ouais. On marquera des buts, on en marque toujours de toute manière. Ili, Morera. Les deux meilleurs attaques du championnat là. Morera, il joue pas. Il n'y est pas, Morera. Des Yagueré. Et Machado du coup. Tout le monde veut voir marquer Deliver. Ouais, moi je remise un 2-2 moi. Je suis chaud du 2-2 là, ils m'ont plu avec le 2-2 à Caen et je pense qu'on va faire 2-2 aussi. J'aimerais qu'on gagne 3-2 mais je sais pas, je pense qu'ils vont. Le match d'après, rafraîchis-moi la mémoire, j'ai un trou là. Après Grenoble. Sochaux. Déplacement à Sochaux. Non, il y a Coupe de France d'abord. Coupe de France. Il y a Coupe de France, ouais. Non, mais en championnat, tu déplaces à Sochaux où tu dois gagner. Ouais. Ça va Machado buteur aussi pour ma part et Adli. Duel de gauchers. C'est les gauchers qui vont briller samedi, messieurs. Voilà pour les pronos, messieurs. On va passer à la petite interview supporter de Kylian. Ça y est, Kylian, ça fait 52 minutes que t'attends. Là, c'est vraiment ton moment. C'est rien que pour toi. J'espère que tu t'es préparé à répondre à toutes ces questions affreuses qu'on pose à tous nos supporters. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander.
Allez, Kylian, pour commencer, quel âge tu as? J'ai 17 ans, c'est demi. Et demi, très important. Très, très important. Ouais, le demi est important. À cet âge-là, il est important, le demi. Peut te faire rentrer en boîte, enfin, à l'époque. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Eh ben, ça va faire 11-10 ans, ouais. 11-10 ans, enfin, depuis le plus jeune âge, on va dire, ouais. Comment t'es devenu supporter du TEF? Eh ben, c'était un copain à mon papa qui m'a amené voir un TFC Nancy en Ligue 1. Et c'était sous les trombes d'eau et donc voilà. Du coup, c'était ton premier match, je présume, au stadium. Sous les trombes d'eau, c'était génial. Tu te rappelles s'ils avaient gagné ou pas? Ils avaient gagné 2-1, je crois, un but de Tabanou et Braten, ou on trouve ça, je crois. Puriste. Cherchez-moi tous dans ce Tabanou et Braten. C'est digne d'un quiz, ça. C'est pour Nathan. Ouais. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Un GTFC parce que j'y étais. Voilà. Ah ouais, t'as trouvé ça bien, toi? Bah oui, quand même. Ton pire souvenir et pourquoi? L'humiliation contre Marseille. Bielsa? Le 6-2 là. Ouais. Le 5-1, le 6-1, je sais plus. 6-2. Je me rappellerai toute ma vie de ce match. Horrible. Ouais. J'avais payé ma place, écoute-moi bien. 39 € en quart de virage déjà. Déjà 39 € en quart de virage, déjà de 1. Ça fait mal au derche. Et la deuxième, c'est dernier match d'Ayou. C'est un des derniers matchs d'Ayou. Standing ovation du stadium. Ça, il faut le vivre quand même. Ça, c'est pas le pire. Hein. C'est le aux armes des deux tribunes en plein stadium qui part. Ouais. La standing pour André Ayou, je l'ai encore là, moi. Ouais, bon, ça va. Voilà. Batshuayi dans le virage Brice. Ah oui, aussi, ouais. Ah, c'était le même match? C'est pas mais il y a rien à garder. Il y a rien à garder de ce match. Rien. Je sais pas si c'est le même. Gignac qui branche de l'autre côté, là. Qui marque de l'autre côté et qui branche, je m'en rappelle. Et un des meilleurs souvenirs aussi, c'était la qualification de Toulouse en demi-finale en Coupe de la Ligue contre Marseille. Là, c'était pas mal quand même. Je sais pas si vous vous en rappelez. La qualification en demi-finale. Ah, le quart de finale. Le quart de finale, tu parles, oui. Le quart de finale et on va à Paris et on est éliminé par Paris en demi. Ouais. Oui, c'est Arribagé comme entraîneur, je me rappelle. Et putain, quel grand coach, quel grand consultant. On l'embrasse. D'ailleurs, on pensait pour Jean-François Soucas. Bah attends, j'ai pas fini l'émission encore, je dois faire mes dédicaces à la fin. Me spoil pas là. Excuse-moi, c'était l'envie. C'est pas grave. On va l'embrasser, Jeff, t'inquiète, on l'a pas oublié. Ah, il faut pas l'oublier, Jeff. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver, Kylian. Et me cite pas Mbappé parce que t'as le même prénom parce que ça marche pas. On parle du TFC. Ah, c'est elle est obligée celle-là. On l'a jamais fait celle-là. Je vais citer un joueur du TEF quand même. Je vais citer un joueur du TEF. Oui, de toute façon, t'es obligé, ça, un joueur du TEF. Bon, on va dire, parce que bon, j'étais pas encore, on va dire, dans les stades, Elmander, Gignac, Ben Yedder. Plus pour Ben Yedder parce que c'est de ma génération et qu'il a pas mal marqué quand même, Ben Yedder. Ouais, Ben Yedder, ouais, il y en a pas mal qui... Personne ne cite Braten alors que c'était une immense star quand même. Braten, Capou aussi. Capou, j'ai bien aimé aussi. Capou. Le seul souvenir que j'ai de Braten, moi, c'était à Carrefour. Je peux dire qu'il était aussi rapide dans les rayons que sur le terrain. Bref. Pour finir, un joueur que tu... si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Ah, t'as vu, Yves? C'est pas fait l'erreur. En tant que gardien du P, parce que voilà, après j'ai joué, j'ai été intégré au TFC, après je suis parti, et donc voilà, c'était un peu, on va dire. Et t'es intégré à quel âge au TEF? Quand j'ai devenu supporter, après ça y est, U10, U11, et après je suis reparti parce qu'au niveau études c'était compliqué, du coup voilà. Donc, tu aurais pu être le Maxime Dupé, on aurait pu te citer en top ou en flop chaque semaine. Quoi. Vous m'aurez incendié quand même. A priori, il était flop à l'école, d'après ce qu'il nous a dit. De quoi? Non. Il était flop à l'école, d'après ce qu'il nous a dit. Bon, en tout cas, merci Kylian pour cette interview en toute franchise, j'ai envie de dire. Merci à vous.
Écoute, j'espère que tu auras passé un bon petit moment avec nous pendant cette heure d'émission. On vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire. On a pas mal d'inscrits, les gars. Ça se voit que les résultats marchent bien parce que quand on était au fin fond du trou, il n'y avait pas autant de mecs qui voulaient venir. Mais là, on est plein pendant quelques semaines. Mais n'hésitez pas quand même. On répond à tout le monde. Alors, pour être honnête avec vous, je le dis à ceux qui nous écrivent, mais voilà, le premier arrivé, premier servi, entre guillemets. Donc, on fait par ordre d'arrivée des messages. Mais en tout cas, on essaie de répondre à tout le monde et on essaie de donner la parole à tout le monde parce que c'est bien sûr le but de l'émission. Messieurs, petite dédicace. Bon, premièrement, à Jeff, qui est parti à Saint-Etienne quand même. On le salue. Bon vent, champion. Et surtout, messieurs, joyeux anniversaire, Benjamin Psom. Oui, Mehdi. Oui, monsieur. Anniversaire, Benji. Ben oui, Mehdi. On lui a dit sur Twitter, d'ailleurs, il nous a fait un petit message, mais encore joyeux anniversaire à toi, Benjamin. Mehdi, j'ai cru que t'allais faire l'ouverture avec ça, quoi. Ah, quel grand dérogador, plein de souvenirs. Oh là là. C'est magnifique. Bon, en tout cas, on le salue à Benji Psom. Peut-être qu'on le réinvitera à l'occasion, mais on le salue. Messieurs, rendez-vous du coup 12h45 sur le pont avec les Indians pour aller accueillir les joueurs, foutre un énorme bordel pour leur donner plein de force là pour aller chercher la victoire face à Grenoble. On va remercier du coup Yves, Yves, on va te remercier pour la disque de ta présence. Est-ce qu'on a des petites nouveautés à la disque ou pas? On peut toujours adhérer à la disque d'ailleurs pour cette saison. On peut toujours adhérer à la disque. On a toujours le t-shirt qui est dispo, mais c'est très compliqué dans la mesure où on peut pas vraiment se rassembler. Donc voilà. Après, on continue les activités, même si cette saison fait du bien, oui et non aux finances, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de procès qui nous ont coûté très cher, mais l'absence de supporters fait qu'il n'y en a pas beaucoup de nouveaux en perspective. C'est un peu le bon côté, ça va permettre d'essayer de remettre des finances bien à flot, mais voilà. Oui, Mehdi. Samuel, je sais pas, t'aurais pu nous le dire là, ça quand même, c'est JB. C'était mon hop. Tu l'as entendu, mon hop. Le speaker va changer. On change de speaker. Tu m'as sorti c'était mon hop qui vient de partir et tu me l'as coupé. Donc voilà. Entre parenthèses, pour les connaître, moi aussi en dehors, etc. et ailleurs, c'est vraiment pas une mauvaise nouvelle parce que le duo, que ça soit l'un ou l'autre, quand c'était l'un ou l'autre, que ce soit Reda ou Thomas, moi je n'appréciais pas. Donc à voir ce qu'ils vont nous mettre, il va falloir en trouver un quand même qui puisse nous remplacer vraiment Monsieur Breda, quoi. Voilà. Qu'on embrasse d'ailleurs. Moi, je milite pour que Jacques Breda revienne. Ouais, bah ça, on a si Damien Comolli et le TFC, le board du TFC regarde la feuille de match comme j'ai ouï dire qu'il le faisait, j'en appelle vivement. Il faut que Monsieur Breda se le veuille aussi bien. Enfin, ça dépend pas que de. Et crois-moi que il le veut. Eh ben, on va lancer le hashtag Jacques de retour au salaire. Non, mais c'est vrai qu'on l'avait reçu à l'émission. C'était une émission super intéressante. Je pense qu'on aurait pu faire 6 heures avec lui tellement qu'il avait d'anecdotes. Et c'est vrai que son retour au stadium ne pourrait être que bien meilleur. Mais ne serait-ce que pour le fameux et pour le TFC hip. Et pour s'il pourrait revenir avec les supporters, ça serait encore mieux. Allez messieurs, merci à tous, merci Nathan, merci Mehdi pour la feuille de match, merci les violets.com. Rendez-vous 12h45 au stadium avec les Indians pour aller foutre un énorme bordel avant le match. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain, même heure, 20h, messieurs. On débriefera ce gros match entre Toulouse et Grenoble. On te remercie à toi, Kylian. On te souhaite une bonne continuation. Merci. Bonne soirée à vous. Et bien, merci. Et puis, on vous dit à tous et à toutes. À bientôt. Ciao. À bientôt.